Bonjour et bienvenue sur Agora Business. Le sommaire de ce magazine de février va aiguiser votre curiosité technologique. Imaginez, nous vous invitons à découvrir une technologie qui produit du froid sans électricité, 3 lauréats très éclectiques sélectionnés par le jury du prix Marius Lavé. Nous partirons ensuite en Bourgogne, où vous serez plongé dans l'univers et le monde virtuel de l'Institut Images de Chalon-sur-Saône. Puis, toujours en Bourgogne, nous vous ferons visiter le Fab Lab de la non moins célèbre marque SEB. Enfin, côté école, nous vous présenterons un élève hors du commun qui va poursuivre ses études au MIT. Et, cerise sur le gâteau, nous vous ferons découvrir le Conservatoire national des véhicules anciens. Rendre enfin possible le stockage du froid industriel, de son utilisation à la demande, sans apport d'énergie extérieure, en tout lieu et en toutes circonstances, quelle que soit la puissance recherchée, c'est aujourd'hui possible grâce aux années de R&D de la société innovante française Colway, que nous avons visitée à Perpignan. Écoutons son dirigeant Laurent Rigaud et David Tadiotto, ingénieur arts et métiers et directeur recherche et développement, nous parler de ce procédé. Alors Laurent, on est dans une salle un petit peu particulière, il fait chaud. Ah oui, on est une salle dans une ambiance chaude pour faire les tests finales de nos produits. Le froid et la chaleur, on fait du froid quand on a besoin de chaud. Donc effectivement, on a une salle toute l'année qui est entre 25 et 30 degrés. Donc je parlais d'un petit démonstrateur tout à l'heure pour expliquer la technologie. En fait, elle est très simple. Ce sont 2 réservoirs inox qui sont reliés entre eux par une vanne. Et en fait, lorsque je vais ouvrir cette vanne, alors tu peux toucher, elle est à température ambiante, les 2 tubes sont à température ambiante. Et lorsque je vais ouvrir la vanne, effectivement, je me brûle d'un côté et je me refroidis de l'autre. Voilà, on voit déjà le givre ici. En fait, dans ce petit réservoir, il y avait de l'ammoniac liquide. Et dans celui-ci, il y a des sels. C'est des sels qui sont de la même famille que les sels de salle de bain pour absorber l'humidité, chlorure de calcium. Et lorsqu'on ouvre la vanne, il va y avoir une détente de l'ammoniac liquide ici. Le liquide va se transformer en gaz. Détente, ça va faire du froid d'un côté. Et le gaz, lui, va être absorbé par les sels qui sont dans l'autre réservoir à l'extérieur d'une manière solide. C'est-à-dire que le sel va fixer d'une manière solide le gaz. Et c'est une réaction qui est exothermique qui va libérer de la chaleur. Donc en ouvrant une simple vanne, simultanément, on produit du froid d'un côté et de la chaleur, sans fil à la patte, sans branchement électrique. L'Institut Images de Chalon-sur-Saône est un service d'arts et métiers. Dans un bâtiment de 1200 m², avec un plateau technique de 400 m², l'équipe du professeur Frédéric Mérienne, ingénieur arts et métiers, s'intéresse à la réalité virtuelle et travaille par exemple avec le Centre technique de simulation de Renault pour constituer un laboratoire commun, public-privé. Alors dites-moi, on est sur un plateau technique absolument immense. Oui, alors là, on est sur un plateau technique assez unique pour ce genre d'activité. Il fait 400 m² de surface sous 10 mètres de hauteur environ, ce qui nous permet d'avoir des installations d'ampleur comme celle-ci. Frédéric, on est devant une Twingo 2 un petit peu particulière? Oui, alors là, on est sur un simulateur de conduite relativement évolué dans le sens où ça permet de restituer toutes les perceptions les plus importantes du conducteur quand il est en conduite automobile. Le critère le plus important pour nous, c'était de restituer le mouvement et la perception du mouvement du conducteur dans ce type de simulateur. Donc là, on travaille dans le cadre du laboratoire commun avec Renault et l'objectif ici, c'est de développer des compétences dans cette technologie pour aider Renault à utiliser ce genre de dispositif pour la conception des systèmes d'aide à la conduite. Les Fab Labs sont à la mode. Je vous invite d'ailleurs à lire le dossier papier d'Arts et Métiers de ce mois de février qui leur est consacré. Nous avons pris un exemple avec Seb qui a créé un Fab Lab interne. Comment fonctionne ce laboratoire d'idées et de prototypes et pour quels bénéfices? Autant de questions auxquelles répond Jean-Louis Compeau, ingénieur arts et métiers et responsable du Seb Lab. Et comment est née l'idée d'installer un Fab Lab dans l'entreprise?
Alors en fait, on s'est aperçu qu'il y avait cette émergence des Fab Labs, des phénomènes Fab Labs, qui est due effectivement aux machines de fabrication numérique très simplifiées qui permettent à tout un chacun de faire des choses. Et on avait ce besoin, nous, dans le groupe SEB, de pouvoir très rapidement, pour les équipes innovation, valider des idées, des concepts, sans attendre tout le processus. Et les équipes elles-mêmes pouvaient, avec ce matériel-là, valider ces concepts, leur donner corps très rapidement, et ainsi évoluer dans leurs idées, et tuer certaines idées, et en favoriser certaines autres. On peut dire que c'est un accélérateur d'innovation? Tout à fait, oui, ça permet d'accélérer l'innovation, surtout dans les phases initiales, où on se cherche, où on essaye de trouver la bonne direction, et ça permet à toute l'équipe de valider qu'on est sur le bon concept, et qu'on ne va pas non plus se perdre dans une impasse. Il s'appelle Stan Durand. Ce jeune élève ingénieur arts et métiers mène de front un master de biomécanique avec le concours du professeur Fascali, participe à la modélisation de la main avec 2 chirurgiens et a posé sa candidature en PhD au MIT, qui l'accueille en ce moment même. Portrait. Ce projet donc, a pour but de créer un modèle 3D de la main à partir de clichés EOS pour permettre d'aider le planning chirurgical, donc d'aider les chirurgiens à faire des diagnostics et aussi d'aider à mieux comprendre la rééducation à travers la thérapie robotique qui est mise en place au MIT. Alors ça fonctionne comment? Donc en fait, le fonctionnement est très simple. On fait une paire de clichés avec la machine, le système EOS. Donc on obtient 2 clichés ici de la main. Sur ces clichés, on place des éléments géométriques simples, donc des sphères, des axes et des points. À partir de ces points qu'on obtient en 3 dimensions grâce à la paire de clichés EOS, on peut remonter aux indices cliniques utilisés couramment par les chirurgiens. Ensuite, grâce à ça, on obtient finalement un modèle paramétré simplifié donc, du poignet et de la main. Et donc finalement une géométrie simplifiée de la main qui pourra être utilisée pour modéliser l'interaction entre le poignet, la main et la machine qui permet la rééducation du poignet au MIT. Donc c'est une sorte de, je dirais, de main universelle que vous êtes en train de constituer? C'est ça. En fait, on essaye de créer un modèle qui s'applique à n'importe quel type de morphologie pour des sujets sains. Qui remportera le prochain prix Marius Lavé qui se déroulera en mars prochain? Cette année, 3 candidats ont été retenus par l'éminent jury. La rédaction vous propose d'écouter Rachid Yazami, un des candidats et spécialiste de la batterie lithium rechargeable. Alors mon invention, en fait, on fait une marche arrière, donc je vous parle de 78. En 78, il n'y avait pas de batterie au lithium. Il n'y avait que des piles au lithium, c'est-à-dire des systèmes non rechargeables, avec comme pôle négatif, ce qu'on appelle anode, du lithium métal. Et comme cathode, il y avait soit de l'oxyde de manganèse, soit du carbone fluoré. Donc c'est les 2 chimies qui existaient à l'époque. Et si on voulait les recharger, ce qui se passait, c'est que le lithium, quand il se redépose sur le lithium, ça fait ce qu'on appelle des dendrites. Et ces dendrites font un court-circuit à l'intérieur de la batterie et paf, ça s'enflamme. Et donc il y avait un problème de sécurité. Donc il fallait trouver, alors que la cathode existait pratiquement déjà, il fallait trouver une anode, c'est-à-dire un pôle négatif qui puisse être sûr. Et c'est là, et qui résiste à la durée des cycles, etc. Et c'est là que j'ai eu l'idée, en fait, d'utiliser le graphite comme éponge à lithium, donc qui va insérer, désinsérer le lithium pendant un certain nombre de cycles. Voilà. Et donc au départ, c'était vraiment un travail plutôt académique pour comprendre, quand on rentre du lithium dans le graphite, ce qui se passe. Et petit à petit, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire la seule anode aujourd'hui utilisable dans tous les téléphones portables, et dans tous les ordinateurs portables, et toutes les voitures électriques. C'est une toute nouvelle école que nous vous proposons de visiter. Alexis de Saulier, cofondateur, nous présente son Conservatoire national de véhicules anciens, une école de formation au métier de la restauration de véhicules et de voitures de collection. Le CNVA forme. Alors, on a plusieurs activités. L'activité principale, c'est une formation longue de 2 ans. On prend des étudiants qui vont de 18 ans jusqu'à 45 ans aujourd'hui, et en 2 ans, on leur réapprend un savoir-faire qui n'existe plus à
je dirais, à l'intégralité de la restauration d'une voiture de collection. Donc ils apprennent le formage, comment faire une aile à partir d'une tôle plate, ils apprennent bien sûr la mécanique, régler des vieux moteurs à carburateur, des systèmes à vis platinés qui n'existent plus vraiment aujourd'hui. C'est réparer des boîtes de vitesse. Là, on a aujourd'hui une Citroën de 1910, c'est sûr que la boîte de vitesse est faite différemment des boîtes de vitesse actuelles. C'est aussi tout ce qui va être les capotes en laine, en alpaga sur les cabriolets de luxe. C'est le cuir, c'est la sellerie, c'est les tableaux de bord en bois, c'est l'électricité. Et si jamais certains qui nous regardent aujourd'hui ont des voitures anglaises, ils savent très bien ce que j'entends par là. Bon, donc il faut 2 ans pour ça. Ça, c'est notre activité cœur. C'est environ 15 à 20 étudiants, 2 fois par an. On fait une promotion en septembre, une promotion en mars, qui pendant 2 ans apprennent ces métiers avec des formateurs. Le week-end, on fait également des formations courtes, d'1 jour ou 2, dédiées cette fois-ci aux propriétaires de voitures de collection, qui ont envie quelque part de s'améliorer au moins, on va dire, dans l'entretien par eux-mêmes de leur véhicule. On a également un atelier collaboratif où là, vous vous groupez avec quelques amis, vous amenez vos voitures et vous profitez de toute notre infrastructure. Votre Fab Lab. Un peu un Fab Lab, absolument. Et enfin, le dernier projet qu'on a, mais qui est très important pour nous, toujours pareil, dans cette idée de redynamiser la filière, et là, le modèle allemand de ce qu'on appelle les Meilenwerk est incroyable, c'est de dire, on veut créer au final un cluster, la cité de la voiture ancienne, c'est-à-dire qu'on va également intégrer dans l'école, on a les locaux pour ça, des professionnels qui, par exemple, sortis de notre promotion, ne vont pas forcément avoir envie tout de suite de se lancer, de dépenser beaucoup d'argent à trouver un local, à l'équiper. Donc, ils restent chez nous, ils profitent de nos mètres carrés, ils profitent de notre outillage, ils profitent de notre trafic naturel des propriétaires d'anciennes, et ils démarrent leur activité comme ça. Et puis après tout, s'ils ont besoin de beaucoup plus de surface et qu'ils sont lancés dans le business, hop, ils déménagent dans leurs propres locaux. Et c'est ainsi que s'achève notre édition de février. La rédaction d'Arts et Métiers TV vous remercie pour votre fidélité et vous donne rendez-vous à très bientôt.